Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. En ce moment, on a un rythme assez soutenu de sessions de webinaires et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau partenaire qu'on a rajouté à notre catalogue sur la partie formation qui est Blent. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment financer sa formation quand on est freelance, qui est un sujet qui, a priori, vous préoccupe beaucoup, parce qu'on vous a sondé récemment, pour ceux qui ont répondu à notre enquête, et vous étiez quand même à peu près 2 tiers à avoir des besoins en formation, et c'est normal quand on est freelance d'avoir besoin de toujours monter en compétences et notamment beaucoup d'entre vous sur des sujets de compétences techniques, sur des expertises techno ou autres. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de voir assez succinctement, mais de façon très pragmatique, comment vous pouvez accéder à des financements pour continuer à vous former. Et pour parler de ce sujet, donc on aura Charles Bourra de chez Blent, qui est COO Enchanté. chez Blent, et qui aura l'honneur de nous parler de ce sujet. Et pour représenter le hibou, donc Guénel, moi-même, qui suis directrice marketing, et Albéric à côté, qui est notre community builder. Et pour ceux qui le connaissent ont peut-être déjà eu en ligne, puisque il appelle un certain nombre de freelances qui s'inscrivent chez nous pour leur souhaiter la bienvenue dans la communauté. Euh, donc voilà, pour commencer, comme à chaque fois, je fais un petit rappel de qui est le hibou pour ceux qui ont rejoint la plateforme récemment. Donc le Hibou, on a en effet une plateforme qui met en relation des freelances dans le domaine de l'IT, exclusivement sur des métiers tech, et avec des grands groupes sur des projets de transfo digital. Ils peuvent avoir des besoins d'expertise assez pointus. C'est là où le Hibou intervient pour vous mettre en relation avec ces sociétés-là. Et aujourd'hui, vous êtes à peu près un peu plus de 70 000 qui ont rejoint la communauté de freelance Le Hibou. Et le Hibou, c'est une structure de 70 personnes dont le siège est à Boulogne-Billancourt. Donc là, je suis au siège au moment où je vous parle, mais qui est aussi présente un petit peu partout en France. Donc on a un bureau à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse et à Lyon. Et là, on est en train d'ouvrir en Belgique également. Donc voilà. La grande nouvelle de cette année, c'est que le Hibou a rejoint donc la French Tech 120 depuis le mois dernier. On est hyper fiers d'avoir été lauréat de cette nouvelle promotion. C'est la première fois pour nous. Mais au-delà du joli logo French Tech qu'on peut mettre un petit peu partout, c'est aussi une opportunité pour nous d'avoir accès au pouvoir public et notamment au ministère du Travail pour parler du statut des freelances. Et on a eu un premier rendez-vous assez récemment pour discuter de ce sujet, parce qu'il y a des directives qui vont être rédigées et qui vont être débattues à l'Assemblée pour distinguer les différents types de travailleurs indépendants, voilà, des plateformes type Brigade, StaffMe, et ceux des plateformes plutôt sur des sujets de prestations intellectuelles. Et voilà. Et donc, ça nous permet voilà, d'avoir un accès plus facile au pouvoir public pour discuter de ces sujets et donc défendre le statut du freelance sous tous ces aspects. Donc, on reviendra sur ces sujets tout au long de l'année. Mais revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de votre formation. Et pour ça, je vais laisser la parole à Charles qui va vous expliquer voilà, comment vous pouvez vous financer. Écoutez, bonjour à tous. Merci Ganel en tout cas pour la petite introduction. Même pour moi, connaître encore un petit peu mieux le hibou, c'est toujours sympa. Donc aujourd'hui, oui, voilà, le sujet, c'est d'essayer de comprendre un peu comment se former et surtout quels sont les canaux pour aider à financer sa formation quand on est freelance. Nous, c'est vrai qu'au sein de Blent, donc, on est un organisme de formation spécialisé dans la montée en compétences des profils data, donc sur tous les sujets data. Et l'idée, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients freelance qui en fait hésitent à se former parce que ça a un coût et que c'est toujours un petit peu compliqué d'identifier la bonne formation, le bon parcours de montée en compétences et derrière surtout les canaux de financement pour arriver à financer correctement sa formation.
Donc, l'idée, c'est d'abord commencer par essayer de voir comment est-ce qu'on peut se former efficacement quand on est indépendant. Je pense que ce qui est important, c'est d'identifier les canaux clés en fait pour se former, c'est-à-dire quels sont les enjeux. Aujourd'hui, quand un freelance cherche à se former, l'objectif, c'est rester opérationnel sur les besoins du marché, potentiellement se spécialiser. Quand on dit se spécialiser, c'est-à-dire c'est la capacité à pouvoir monter sur de nouvelles missions, postuler à de nouvelles missions, aller chercher de nouveaux clients, ce qui est finalement le nerf de la guerre pour un freelance. Et derrière, ce qui va être très important, c'est aussi pouvoir valoriser son TJM, l'augmenter, parce que forcément, plus on présente d'expérience, plus on présente de compétences, bah derrière, plus on est valorisé sur le marché. Donc, on trouve plus facilement de clients, mais surtout, on trouve des missions qui sont forcément un peu plus valorisées pour vous en tant que freelance. Donc, partant de ce constat-là, c'est ce qui doit diriger derrière la recherche de formation. Donc, en termes de format, en fait, il faut chercher un format qui va un maximum, surtout quand on est sur des formations qu'on finance. Il faut être vachement sur des formats en fait qui font pratiquer, qui font gagner en expérience, où on réalise des projets, où on monte réellement en compétences. Si c'est juste pour faire de la formation, où finalement on va chercher juste quelques compétences, des connaissances plus théoriques ou quelques informations comme ça, je pense qu'il y a assez de contenu sur Internet pour pas forcément aller payer des formations ou des parcours de montée en compétences assez longs. Il y a pas besoin, il faut vraiment, quitte à investir là-dedans, choisir des formations où on monte réellement en compétences et donc on pratique. Je pense que ça, c'est le maître mot. Et donc, d'ailleurs, c'est assez lié parce que quand on cherche les types de formations qui sont reconnus et valorisés sur le marché, aujourd'hui, je pense que les différents clients, ils n'ont pas besoin spécialement d'aller chercher une certification, un joli diplôme et autres. Ça, c'est une ligne qui est sympa. Avoir la certification, je pense, sur nos domaines AWS, GCP, Azure ou autres. Les entreprises ont réussi à vachement valoriser ça. Enfin, les entreprises, les providers, donc les Microsoft, Amazon et autres ont réussi à valoriser leur certification. Pour autant, au niveau des entreprises de vos clients, c'est pas forcément là que se noue le besoin. Le besoin, il est beaucoup plus orienté sur quelles sont vos compétences, quelles sont vos expériences. Est-ce que vous avez déjà réalisé des projets sur le même type de mission? Est-ce que vous avez déjà mis en place en fait des infrastructures ou autres, utilisé les outils? Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher, les types de formations qui sont réellement reconnues et valorisées. Ce n'est pas juste les formations qui vous vendent un diplôme, c'est des formations qui vous vendent de l'expérience et des vraies compétences. Je pense que ça, c'est le maître mot. On le redit, c'est un petit peu le combat qu'on a chez Blend. On comprend qu'il y ait un besoin de normalisation avec des titres RNCP, des certificats, etc. Mais on pense qu'il y en a quand même beaucoup trop aujourd'hui sur le marché. Et donc, quitte à choisir une formation, il faut vraiment essayer de voir une formation qui va nous vendre une vraie montée en compétences via la réalisation de projets, via la pratique, plus qu'une formation qui va simplement s'arrêter à du technique théorique sans réellement mise en application, quoi. Il faut réaliser des projets. Je pense que c'est un peu le sujet à retenir. Une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième écueil, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut financer sa montée en compétences. Je pense que c'est un nœud pour beaucoup de freelance. Il y a une question de l'investissement temps, mais il y a aussi un investissement en termes de coût de la formation. On va être, si on veut monter sur des formations de qualité, tout de suite sur des missions qui sont un peu onéreuses. Si je prends juste l'exemple de Blend, nous, on va avoir un panel de formation qui va s'échelonner entre 2500 et 4500 euros. Forcément, sur ces types d'investissements, il faut avoir un accompagnement. C'est quand même plus sécure de pouvoir faire ça. Et donc, en fait, il existe des organismes de financement dont on parle assez peu, c'est-à-dire ce sont les fonds d'assurance formation. Et en fait, ces fonds dédiés aux indépendants vous offrent en fait un accompagnement qui peut aller jusqu'à 100% du montant des formations pour la majorité des parcours de montée en compétences. Si donc on prend ceux qui vont être liés au secteur de la data et de la tech, j'ai oublié de le préciser dans cette slide, mais évidemment, tous les métiers de l'IT vont être concernés aussi par ces fonds-là. Vous allez avoir en fait le FIFPL et la GFIS, qui sont les deux fonds auxquels vous allez être en tant qu'indépendant rattaché. Donc, qui est éligible finalement parmi ça? Donc, c'est finalement tout indépendant. Vous allez avoir auto-entrepreneurs, entreprises individuelles, les dirigeants majoritaires de SARL, ou de toutes les micro-entreprises, tous ces régimes-là, en fait, sont couverts par le FIFPL ou la GFIS. Et le moyen assez simple, en fait, de vérifier
à quel fonds vous êtes rattaché, c'est tout simplement de regarder votre attestation URSSAF. C'est écrit dessus, il y a une ligne en fait où il est indiqué FAF ou Fonds d'assurance formation, et il y a la ligne qui correspond où c'est écrit FIFPL ou AGFIS. Voilà. C'est aussi simple que ça. Derrière, vous avez des moyens, c'est assez bien expliqué la manière de les solliciter. Et sinon, en fait, au niveau des documents à produire, là, il faut se rapprocher de l'organisme de formation à chaque fois. Et c'est l'organisme qui se chargera de produire l'ensemble des documents nécessaires. D'ailleurs, Albéric a normalement le lien vers un article qui regroupe un petit peu les éléments sur les fonds. Je pense qu'il pourra vous le partager par la suite. Et je vois une première question qui demande en si effet. Ouais. Est-ce que c'est la même chose que les OPCO? Alors, c'est aussi un financeur public tel que les OPCO, sauf que les OPCO, en fait, ils sont dédiés aux salariés. C'est-à-dire que c'est pour accompagner les entreprises dans la formation de leurs salariés. C'est pour les aider, en fait, à financer la montée en compétences de leurs salariés. Les FAF, donc AGFIS et FIFPL, ça va financer de la même manière vos formations, mais c'est vraiment dédié aux freelances. C'est-à-dire que là, vous, en tant que freelance, normalement, vous ne pouvez pas faire appel aux OPCO, sauf conditions assez particulières, alors que le FIFPL et l'AGFIS sont vraiment dédiés au financement des formations pour les indépendants. Voilà pour la petite précision. Disons, ça enchaîne. Au niveau du portage, alors ça va dépendre de votre statut en tant que porté, mais il y a soit certains FIFPL et AGFIS qui peuvent fonctionner pour certains organismes. Sinon, vous allez avoir des OPCO spécialisés, là, pour le coup, au niveau du portage salarial. Et là, il faut vous rapprocher de votre structure. Normalement, eux, ils ont les informations, ils peuvent vérifier à ce niveau-là en fonction de votre contrat. J'avoue que le portage, ça nous est arrivé qu'une seule fois et ça a été un OPCO, c'était géré auprès de la structure quand ça nous est arrivé. Pour ce qui est donc de ce que je disais sur solliciter le FIFPL ou l'AGFIS, en fait, il y a un certain dossier de financement de formation qui est à préparer. Donc, ça va être les documents de base pour un dossier de formation. Donc, ça va être des conventions de formation, un devis. Il est important de proposer aussi le règlement intérieur de l'organisme. Ça permet et le syllabus, évidemment, le programme de formation. Ça, c'est un peu les éléments de base pour faire la demande. Et ensuite, au niveau du FIFPL ou de l'AGFIS, le FIFPL, tout se fait en ligne via leur plateforme. Donc, généralement, vous êtes, en tout cas chez Blend, vous êtes accompagné sur tout le process. Donc, on vous rédige les documents et on vous accompagne dans la réalisation de la demande. L'AGFIS, il faut faire les démarches par mail parce qu'on est rattaché à différentes agences. C'est selon les agences régionales. Voilà. C'est un process qui, une fois maîtrisé, n'est pas forcément très compliqué, mais c'est pas mal d'être accompagné parce que ça permet d'y voir un peu plus clair et surtout d'être sûr d'avoir tous les bons documents à présenter. Ça peut prendre un petit peu de temps, comme pour tout. Ils prennent généralement 3 semaines, 1 mois pour répondre et traiter les demandes. Donc, mieux vaut avoir tous les documents d'un seul coup. Sinon, en fait, ça rallonge d'autant les démarches, quoi. Il y a une question de Yasmine qui, a priori, Oui. est en SASU, qui se demande du coup si pour elle, c'est une OPCO ou alors elle a aussi accès à ces fonds. Alors, ça dépend de vous, votre statut en tant que SASU. Si vous êtes considéré comme salarié de votre SASU, vous pouvez passer par l'OPCO. Si vous êtes dirigeant non salarié, là, on passe par des fonds d'assurance formation. Donc, on passe par le FIFPL ou l'AGFIS. Encore une fois, c'est à vérifier en fait sur votre attestation URSSAF. Vous pouvez vous rapprocher de votre comptable si c'est lui qui gère ça. Normalement, il vous dit assez simplement quel fonds est écrit. Enfin, c'est vraiment écrit noir sur blanc dessus. On ne peut pas se tromper. Et par contre, si c'est via l'OPCO dont vous dépendez, tout simplement, en fait, il y a des outils qui permettent, et d'ailleurs sur l'article que Albéric pourra vous partager, c'est précisé, on vous met des liens vers des moteurs de recherche pour identifier votre OPCO. Il suffit en fait de rentrer votre code NAF et normalement, ça vous donne l'OPCO dont vous dépendez. Parce qu'en fait, les OPCO fonctionnent par branche. Donc par exemple, normalement, via si je prends les métiers de l'IT, donc on va être sur des codes 62 quelque chose. Normalement, vous dépendez de l'OPCO Atlas, par exemple. Nous, les clients qu'on a entreprises, ce sera de l'OPCO Atlas essentiellement. Alors, je vois d'autres questions. Sur le CPF, ouais. Alors, le CPF.
Le CPF, évidemment, le CPF permet de financer une formation. Il faut pour ça, en fait, certaines formations sont éligibles ou non. Ça dépend justement des titres et des autorisations de l'État pour faire financer la formation. La seule chose, c'est qu'en tant que freelance, beaucoup, en fait, vous ne cotisez plus pour le CPF. C'est-à-dire que votre CPF n'est pas abondé parce que vous n'avez plus le statut de salarié. Donc, généralement, voilà, c'est ce qui est intéressant avec le CPF, c'est qu'il est abondé pour les salariés qui ont travaillé à temps plein de généralement 500 € par an. Ce qui, là, forcément, rend les choses intéressantes parce qu'au bout de 1 ou 2 ans, on a tout de suite un montant intéressant pour financer sa formation. Mais si on a été salarié auparavant, on peut encore l'activer? Normalement, alors, on peut toujours l'activer. Le CPF, il y a juste une limite, il y a un plafond, c'est de 5 000 €, mais il n'y a pas de fin dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez été salarié, que vous avez cotisé, cet argent, il est disponible. Par contre, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas cumuler 2 sources de financement. Par exemple, on ne peut pas se dire, j'ai 1 000 € de CPF, je vais faire une demande auprès d'un FAF pour avoir un complément. Ça, les deux, malheureusement, ne se complètent pas. Ouais. Il faut choisir l'un ou l'autre. Donc, généralement, d'ailleurs, nous, pour les clients qui sont dans ce cas-là, qui ont du CPF en réserve et qui aimeraient aussi tester le financement, on fait généralement la demande et on attend de voir pour regarder quel organisme Ouais, on ne peut pas cumuler 2 organismes. Oui. Malheureusement, non. Je pense que c'est un peu le garde-fou. Ouais. C'est pour éviter, en fait, je pense que les organismes de formation aussi se jettent dans une course au financement au lieu de se concentrer sur la qualité des formations. Ouais. Je pense que c'est un peu là le nœud de cette loi-là. Mais donc voilà, s'il y a financement via le CPF, on ne peut pas utiliser les FIFPL ou AGFIS. Ouais. Alors, quelqu'un demande, donc ADN demande si on peut demander à son client de financer au moins une partie de la formation. Ça, je pense que... Alors, très honnêtement, je n'ai jamais vu cette configuration-là. J'avoue que c'est assez étonnant comme question. Mais en tout cas, je pense le client lui-même, au travers des dispositifs OPCO et autres, ne pourrait pas du coup financer la formation d'un prestataire. C'est ça. Dans ce sens-là, ce n'est pas possible. Par contre, après, si vous montez en compétence dans le cadre d'une mission précise, c'est ce que je disais aussi au départ, l'intérêt de cette montée en compétence de la formation, que ce soit une spécialisation ou autre, c'est que derrière, vous le valorisez aussi sur votre TJM. Donc finalement, d'une certaine manière, vous pouvez lui faire comprendre que si votre TJM il est un peu plus haut que ce qui était annoncé au départ, c'est parce que vous êtes monté en compétence et donc vous disposez aujourd'hui des capacités pour aller sur cette mission peut-être plus délicate ou plus demandante en termes d'expérience et de compétences. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Le fait que le client lui-même fasse les démarches pour financer votre formation, ça ne me paraît pas faisable. Et on a donc Yemi qui s'est lancé dans un MBA à HEC en finance. Déjà, bravo pour la formation, c'est chouette. Et qui, pour l'instant, se finance sur fonds propres. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'accéder à des financements? Alors, la question, c'est est-ce que le MBA a déjà démarré ou pas? Ça joue beaucoup. Généralement, les organismes de financement n'acceptent pas de financer si vous avez déjà démarré l'action. Ouais. Voilà. Je sais, alors pour le CPF, c'est un délai de 3 semaines, je crois. Enfin, c'est 15 jours ouvrés, donc avec les week-ends, ça peut monter à 3 semaines de délai entre le démarrage de la formation entre la date de la demande et le démarrage de la formation. Et pour ce qui va être du FIFPL et de l'AGFIS, ils demandent au moins 1 mois de délai. En fait, c'est les notions de garde-fou, ils ne garantissent pas le financement. Après, il faut regarder pour être éligible au financement FIFPL et AGFIS, la seule condition pour l'organisme de formation, c'est qu'il soit certifié Calliope. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à vérifier. Pourquoi Calliope? Parce que Calliope, c'est la certification aux yeux de l'État qui garantit la qualité de la formation. C'est-à-dire, il n'y a pas ce côté RNCP qui, lui, garantit la qualité du certificat et donc le diplôme, mais Calliope garantit en fait que la formation correspond à certaines normes et donc correspond aussi aux réglementations en vigueur au sein de l'État français, tout simplement. Donc pour le MBA, je suis désolé, je fais un peu une fausse réponse, mais ça me paraît compliqué. Après, vous pouvez toujours essayer, si vous avez une convention de formation
un devis et que vous arrivez à avoir le programme complet de votre MBA, vous pouvez toujours essayer de vous rapprocher de l'organisme dont vous dépendez et de faire une demande. C'est pas forcément un souci. Sinon, demandez aussi à la personne avec laquelle vous êtes en contact au sein de HEC pour leur demander si justement il y a des moyens de financer la formation via ces fonds-là. Ne pas hésiter. Normalement, les organismes sont tenus de faire une recherche des organismes de financement avant de démarrer la formation. Ils ne le disent pas tout le temps, mais normalement, ça fait partie des obligations de vérifier ou de vous accompagner dans cette recherche de financement-là avant de faire démarrer la formation, s'il y en a de disponibles, évidemment. Et donc, il y a ADN qui précise que le CPF marche pour financer le MBA. Ah bah parfait. Ouais. Bah, écoutez, si vous pouvez, si ça peut faire descendre un peu la note, pour avoir fait une école de commerce moi-même, je sais que c'est salé. ça peut chiffrer assez vite. Ouais. Donc si vous avez le moyen de réduire un petit peu le coût de la formation, n'hésitez surtout pas. Ouais. Il y a une question de Aymen. Les frais pour passer un examen de certification IT sont-ils couverts? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de l'organisme. Il faut vérifier. Normalement, ça peut rentrer dedans, même si ça va dépendre, en fait. Là aussi, c'est les spécificités. Comme FIFPL et AGFIS regroupent plusieurs branches métiers, ça va dépendre des accords de branche à chaque fois. Donc, il faut faire la demande, poser la question. Et je pense que ça ne coûte rien de tenter. J'aurais tendance à dire, voilà, vous avez la certification, vous avez le devis, tout ce qui va avec, donc tentez-le. Après, si c'est juste le coût de l'examen sans la partie préparation à l'examen, peut-être qu'ils considéreront que ce n'est pas de la formation et que c'est juste de la certification, auquel cas, je pense qu'ils ne le financeront pas, même si là, j'en suis pas certain. Mais autant essayer. Après, comme je l'ai dit au démarrage, nous, c'est vrai qu'on n'est pas très orienté certification. On préfère le côté orienté projet et pratique chez nous. Donc, j'avoue que j'ai forcément pas eu ce cas de figure dans mon expérience et au niveau de mes clients. On a une question. Il y a une question de Mohamed aussi. Alors, oui, avant. Mohamed, en fait, du coup, il a raté le début. Il veut savoir comment il peut financer une formation pour ceux qui relèvent de la GFIS, qui était notre cœur du sujet au départ. C'est ça, très bien. Je le redis brièvement donc, pour vous répondre, Mohamed. Donc déjà, c'est bien parce que vous savez de quel organisme vous dépendez. Donc, vous avez fait 50% du travail. Et pour le reste, en fait, il faut vous rapprocher donc, selon l'organisme de formation avec lequel vous souhaitez faire un parcours de montée en compétences. Vous avez besoin d'un devis et d'une convention de formation, ainsi que de votre programme de formation. Et derrière, il faut se rapprocher d'un bureau de l'AGFIS, du bureau dont vous dépendez. Vous les contactez par mail. Il faut leur envoyer toute votre demande. Ils vous demandent les pièces complémentaires si besoin. Et derrière, votre demande est traitée. Comme je le disais de toute façon, Albéric et le hibou vous partageront un article qu'on a publié chez Blent, une page qu'on a d'ailleurs sur notre site maintenant, avec le détail de l'ensemble des démarches. Et il y a un lien notamment vers le site de l'AGFIS pour identifier son organisme de financement et surtout l'agence dont on dépend au sein de l'AGFIS. Voilà. Okay. Normalement, vous aurez toutes les infos là-dessus. On a beaucoup de questions qui remontent. Donc, il y avait Saïd qui est en EURL, qui veut savoir s'il est possible de financer son EMBA par sa société. Est-ce qu'il y a un plafond vis-à-vis de la déduction de charges? Alors, donc deux questions un peu séparées. Ouais. Si le financement est toujours pareil, si le financement est via un fonds de financement, un fonds d'assurance formation, c'est possible, toujours pareil, c'est le même système. Vous identifiez votre fonds et vous envoyez le dossier de formation. Si vous le faites financer directement par votre entreprise, donc ça peut être aussi une solution. Ça dépend aussi de votre statut, vous, en tant qu'employé dans votre société. Est-ce que vous êtes dirigeant ou dirigeant non salarié ou salarié de votre entreprise? Tout de suite, déjà le système va être un peu différent. Et surtout, il faut vérifier si votre formation est déjà assujettie à
à la TVA ou non. Si je prends l'exemple de notre organisme, il y a beaucoup d'organismes de formation dont c'est le cas, mais nous, par exemple, on n'est pas assujettis à la TVA. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de montants de nos formations qui sont déductibles derrière au niveau des impôts, puisqu'on ne les inclut pas dans nos montants de formation. Et donc là, c'est à voir après, je pense, regarder auprès de votre comptable pour la partie déduction de charges. Je pense que c'est lui qui sera le plus à même sur ces montages-là de vous dire ce qui fonctionne ou pas. Mais enfin, regardez au niveau des fonds ou même au niveau des OPCO, parce que si vous êtes salarié de votre structure, vous serez donc éligible à un financement via l'OPCO. Dans ce cas-là, rapprochez-vous de ces organismes-là. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir une aide justement pour financer votre MBA. Voilà. Et on a Lulu qui témoigne du fait qu'il est en portage salarial et qui a fait une demande, enfin son porteur a fait une demande auprès de l'OPCO pour financer une formation, une certification. Plus une certification. Voilà. OK. Voilà. Donc il faut, c'est ça. Généralement, je pense que ça va être un peu la même chose pour la plupart des personnes en portage dans les secteurs de la tech et de la data. Vous allez à peu près dépendre d'OPCO à chaque fois. Et j'avoue que ça dépend aussi de la société de portage. Je pense j'espère que vous avez un bon lien avec votre société de portage. Parce que, enfin, comme c'est eux qui sont tenus de faire les démarches, c'est un peu compliqué. Enfin, vous ne pouvez pas faire les démarches de votre côté. Il vaut mieux qu'il y ait un bon lien et qu'eux soient volontaires pour vous accompagner dans ces démarches. Et question de Xavier, est-ce qu'il y a une limite dans le temps pour activer le CPF? Oui, alors ça, c'est un petit peu un autre combat qu'on a eu, et c'est ce qui fait aussi que le CPF a eu une mauvaise pub, on va dire, pendant un moment. C'est qu'il y a eu pas mal d'arnaques au niveau du CPF, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de choses bouger. On entend qu'aujourd'hui, maintenant, il va y avoir un reste à charge aussi pour les particuliers en plus de leur CPF, etc. Donc, c'est des choses qui sont… Enfin, le reste à charge, c'est une vraie discussion qui se passe aujourd'hui au niveau de législatif, en fait. Ils sont en train de réfléchir pour éviter trop d'arnaques, en fait, parce qu'on a pas mal d'organismes qui ont un petit peu des alertes en se disant tiens, courant avril, les 500 € vont arriver, hop, on lance des vagues de relance pour se dire utilisez vos 500 €, ils ne vont pas rester longtemps. Non, le CPF est disponible jusqu'à votre retraite. À partir de la retraite, là, normalement, il n'est plus utilisable parce que l'idée, c'est de vous permettre de monter en compétences durant votre vie active. Mais il n'y a pas de côté périssable de votre montant CPF. Il y a juste un plafond, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser les 5 000 € de CPF. Donc, par exemple, si ça fait, comme on est à peu près à 500 € par an, si ça fait 10 ans que vous travaillez, vous avez atteint le plafond. Si vous attendez 50 plus, vous n'aurez pas plus de CPF. C'est juste, je pense, l'information à avoir en tête. Et de toute façon, si jamais vous avez un doute par rapport à ça, en fait, il vous suffit d'aller sur le site du CPF, donc, qui s'appelle moncompteformation.fr. Et dessus, en fait, c'est indiqué. Vous avez une FAQ qui, pour le coup, est assez claire et vous permet d'avoir directement l'information. Je pense que les personnes qui vous disent que votre CPF va s'arrêter, on est plutôt sur des messages, si ce n'est frauduleux, à minima un petit peu mensongers pour vous pousser, en fait, à souscrire à une formation maintenant via le CPF. Ok. Et on a une dernière question qui vient d'arriver de Karim. Si on bénéficie de l'ARE, existe-t-il des fonds de formation spécifiques? Alors, que je reprenne, parce que l'ARE, moi, je vous avoue que je n'ai pas toutes les informations en tête sur ce que c'est. Ah oui, c'est l'allocation pour le retour à l'emploi. Alors là, c'est via Pôle emploi. Donc, ce n'est pas un fonds de formation particulier. Il faut faire la demande via Pôle emploi quand on est dans le cadre d'une ARE. Et en fait, vous faites la demande via votre conseiller. C'est aussi simple que ça. Toujours pareil, vous vous rapprochez. S'il y a une formation qui vous intéresse, vous en parlez avec votre conseiller. Et normalement, l'organisme de formation, si ça passe par Pôle emploi, doit faire une demande sur un outil qui s'appelle Kairos, qui est donc l'outil qu'utilise Pôle emploi pour tous les devis et demandes de formation. Et donc là, c'est à votre organisme de déposer la demande sur cet outil-là. Et pareil, Pôle emploi demande un délai de au moins un mois entre le dépôt de la demande, pardon, et la date de démarrage de la formation pour avoir le temps de traiter et vous faire un retour. Et de la même manière, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de ne jamais signer tant que vous n'avez pas la réponse de la part des organismes de financement, donc Pôle emploi, AGFIS, FIFPL ou autres. Parce que si vous signez, vous vous engagez
à réaliser la formation. Et donc, si l'organisme n'accepte pas de vous financer, vous vous retrouvez à devoir tout financer en fonds propres. Alors, si vous êtes sûr de vouloir faire la formation, que vous êtes pressé et que le financement est du bonus pour vous, allez-y. Sinon, prenez le temps de faire les demandes, d'attendre d'avoir les retours avant de signer la convention de formation ou le devis. Parce que légalement, en fait, à partir du moment où vous avez signé ces documents-là, vous êtes engagé. La convention de formation, dans le milieu de la formation, ça fait office de contrat. Donc, c'est important de l'avoir en tête. On n'y pense pas forcément. On se dit convention de formation, on ne prête pas attention à ça. Mais à partir du moment où vous la signez, vous êtes engagé contractuellement à régler la formation. Donc, c'est important aussi d'y faire attention. Ok, merci pour ces précisions. Il y a Lulu qui nous met en Et bien, garde aussi contre les piratages et qui nous remet le site officiel moncompteformation.gouv.fr. .gouv.fr. Merci Lulu Merci pour Lulu. la précision. C'est très bien. Il me manquait un morceau de l'URL du Ouais. site. Ok, on peut reprendre du coup le fil Oui. de la présentation. Donc, dernier petit point que j'étais en train d'aborder, c'est les aides qu'on peut espérer. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir aussi une fourchette, on va dire, pour savoir combien peuvent être financés. Au niveau du FIFPEL et de la GFIS, on va si on parle très précisément de chiffres, on va être sur un financement qui va de 750 € à 3000 € d'aide au financement. Donc, c'est une aide qui est disponible à l'année. Donc, si jamais vous demandez 2 petites formations, c'est possible. Je ne sais pas, moi, une petite remise à niveau d'une demi-journée en anglais qui vous coûte 200 €, il vous reste un petit peu de disponibilité. Et évidemment, vous pouvez l'utiliser en une seule fois pour faire une demande de formation. Donc, par exemple, chez nous, 3000 €, ça couvre 100% du montant des formations, si je fais le parallèle. Donc, sur la plupart des organismes, ça va être le cas. Et évidemment, l'aide est allouée en fonction, donc, toujours pareil, de votre branche et aussi de votre statut personnel. C'est-à-dire que si vous avez, ça dépend de votre niveau de cotisation, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez, si vous avez cotisé, je crois, c'est plus ou moins de 10 € sur l'année précédente par rapport à ces fonds de formation-là. Et ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Ce n'est pas forcément un choix de votre part. Ça dépend de vos résultats. Et il y a une question qui vient d'arriver en même temps. Abderrahim qui dit qu'il est président d'une SASU et qui ne voit pas sur sa dernière déclaration URSSAF la ligne qui indique à quel FAF il est rattaché. Ok, alors c'est étonnant. Si vous voulez, moi ce que je peux vous proposer de faire, parce que là c'est un cas assez particulier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je peux vous partager si vous voulez mon agenda, comme ça on peut en discuter de notre côté. N'hésitez pas, voilà, à venir prendre un rendez-vous. On prend 15 minutes, on essaie de regarder ça ensemble, on voit ce que vous pouvez faire. Voilà, je pense que pour un cas particulier comme ça, il vaut mieux qu'on en discute de notre côté. Ce sera mieux. Parce que très honnêtement, là tout de suite, comme ça, sans visuel sur votre document, ça va être compliqué de vous répondre. Ça va être compliqué en effet. Mais normalement, ça devrait apparaître ici. Alors, et question d'ADN sur savoir si les financements sont comme le CPF. C'est un montant qui est abondé chaque année. Exactement, ça se remet à disposition chaque année. Donc le montant jusqu'à 3000 €, c'est valable pour l'année 2023. C'est les nouveaux plafonds qui sont définis. Donc comme je le disais, les plafonds sont définis par branche et selon le FIFPEL et la GFIS. Je sais que les plafonds ne sont pas exactement les mêmes. Là, je n'ai pas en tête quel plafond correspond à quel fonds. On est de toute façon sur des montants assez similaires. Et la seule condition, si je ne m'abuse, c'est que vous ne devez pas avoir fait un bilan négatif sur l'année précédente. Je crois que c'est la seule condition. À partir de ce moment-là, ensuite, si vous avez plus d'une année en freelance, donc ce qui est votre cas ADN, normalement, oui, vous êtes éligible à cette aide de 3000 € si vous êtes bien référencé sur l'un ou l'autre des fonds de formation. Ça ne veut pas dire que vous aurez les 3000 € qui vous seront alloués, mais c'est le plafond maximum auquel vous pouvez avoir le droit. Donc, vous faites la demande et potentiellement, vous aurez une aide qui, donc, comme je disais, ira de 750 à 3000 € normalement entre les deux. Ok. Il y a une nouvelle question de Lulu qui demande si les régions peuvent fournir des financements aussi.
Alors, là aussi, c'est des fonctionnements assez particuliers. Ça peut exister. Je vous avoue que c'est moins démocratisé, mais par exemple, je sais qu'en ce moment, pour tous les demandeurs d'emploi qui sont en région parisienne, donc en Île-de-France, il y a la région Île-de-France qui a déployé une aide pour financer les formations. Et donc, je sais que toutes les personnes qui ont fait des demandes via Pôle emploi, on leur a demandé de basculer sur cette aide de la région et de faire la demande d'aide de la région avant de faire la demande auprès de Pôle emploi, de s'assurer qu'en fait la région disait oui ou non avant de faire la demande via Pôle emploi. Donc je sais que ça existe. Après, pour le coup, je maîtrise beaucoup moins les cursus pour demander ces financements-là, si je suis très honnête. Ok. Est-ce qu'il existe des entreprises ou associations qui font la recherche de financement à notre place? Pas à ma connaissance. Nous, c'est vrai qu'on l'intègre en tant qu'organisme de formation. Après, peut-être qu'en cherchant un peu sur Internet, je pense que là, c'est du temps à allouer. C'est aussi en fonction du temps disponible que vous avez devant vous. Vous pouvez peut-être faire des petites recherches, essayer de vous dépatouiller. Après, évidemment, c'était aussi l'intérêt de ce webinaire et c'est pour ça que nous, on- on le propose en fait en accompagnement à nos clients. C'est parce que c'est quelque chose qui est assez pénible et pas toujours facile à faire. Donc, on a essayé d'éclaircir ça au maximum. Toujours pareil, le lien que Albéric a partagé vous présente, on va dire, les 4 grandes sources de financement qui existent. Donc, que ce soit le CPF, via les OPCO, via les fonds d'assurance formation ou encore via Pôle emploi. Après, voilà, est-ce qu'il y a des organismes qui vont le faire gratuitement en dehors des organismes de formation? Je ne suis pas sûr. Mais là encore, je ne peux pas vous l'assurer. Peut-être que vous trouverez une perle et dans ce cas-là, je pense que la communauté sera ravie que vous partagiez ce bon plan. Ok. Oui, il y a beaucoup de questions qui arrivent là en même temps. Il n'y a pas de souci, hein, On va c'est pour essayer ça. de répondre au maximum. Il y a Safai qui témoigne qu'ils avaient le même souci pour l'attestation de formation, qui a fait une demande à l'URSSAF, ils lui ont mis à disposition sur son espace. Donc, merci, c'est bon à savoir. Dimitri, qui est gérant de SASU non rémunéré, hop, j'ai perdu le fil. Et avec ces ARE, plus d'un an d'activité, est-il possible de bénéficier du fonds de formation ou c'est uniquement avec Pôle emploi? Je pense que comme vous êtes gérant, même si vous êtes rémunéré, ça n'a pas forcément rapport avec votre rémunération. C'est plus savoir si les cotisations sont à jour. Donc, si au niveau de votre SASU, les cotisations sont à jour, normalement, vous pouvez faire la demande. Encore une fois, normalement, c'est écrit sur votre attestation URSSAF. C'est-à-dire que s'il n'y a peut-être pas de fonds de formation indiqué, ou alors ils vous écrivent si ce n'est pas possible. Et j'aurais tendance à vous dire, tentez. Ça ne coûte rien, vraiment. C'est quelques documents à faire auprès de l'organisme dont vous vous rapprochez. C'est des documents que l'organisme va devoir produire dans tous les cas. La seule chose que vous risquez, c'est d'avoir une réponse négative au bout de 3 semaines, un mois. Donc, autant essayer. Et après sinon, au niveau, si votre rémunération est via les ARE, peut-être faire la demande auprès de Pôle emploi pour la formation. Mais là encore, si vous avez démarré une activité, je ne suis pas sûr que Pôle emploi vous accorde un financement de formation en plus. Là, c'est vrai que vous avez aussi un cas un peu particulier qui demande d'être un peu plus analysé un peu plus en détail. Donc peut-être faire la demande à votre conseiller pour voir, peut-être que lui pourra votre conseiller Pôle emploi voudra peut-être vous aider un petit peu plus sur ce sujet-là. Ok. Idriss, donc, qui a une société spécialisée dans l'IT, est-ce qu'il peut faire des demandes de financement de formation hors scope? Oui, alors tout à fait. Donc si je prends le FISPL et la GFIS notamment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je sais juste que là, les montants de financement peuvent varier un petit peu. C'est vrai que le minimum 750 € et le maximum 3000, c'est pour les formations dans le cadre de l'IT ou de la data, enfin donc de votre secteur d'activité. Si vous êtes sur des formations un peu plus transversales ou hors scope, potentiellement le financement sera moindre, mais vous pouvez tout à fait faire la demande. C'est tout à fait faisable à ce niveau-là. Il n'y a pas de particularité à rester simplement dans votre secteur d'activité pour demander un financement sur votre formation. Ok, très bien. Je ne sais pas si Albéric, tu as vu d'autres questions arriver entre-temps.
Et sinon, on peut reprendre le fil. Et sinon, on s'excuse si jamais il y a une question qu'on a ratée. On laissera les coordonnées à la fin. Vous pourrez bien sûr contacter Charles ou nous contacter nous pour C'est avoir ça, une réponse à vos questions. n'hésitez pas. Euh, alors, Ok. on a d'autres questions qui arrivent entre-temps. Une entreprise en EI qui a plus de 4 Entrepreneur ans individuel, je suppose. a-t-elle le droit à des financements? Oui, oui, oui. Enfin, vraiment, à partir du moment où votre entreprise, je vous dis, c'est à partir de 1 an d'activité et il faut juste pas que le résultat soit négatif sur l'année précédente. Donc, ça veut dire que vos cotisations seront à jour. Vous avez normalement le droit à des financements de formation. J'ai l'impression de me répéter un petit peu. Donc j'espère que je ne tourne pas trop en boucle pour tout le monde. Moi, c'est clair. Regardez sur votre attestation URSSAF. Normalement, c'est indiqué. Donc le fonds auquel dont vous dépendez. Et vraiment, faites la demande. Ça, je pense que ça vous coûte rien. Vous n'êtes pas engagé tant que vous avez juste fait une demande d'aide au financement de la formation. Donc franchement, tentez-le. Ces aides, elles sont vraiment là pour vous accompagner dans vos recherches et dans vos montées en compétences pour voilà, continuer à être opérationnel sur le marché. Donc franchement, faut essayer. Faut vraiment faire la demande. Faut pas en avoir peur à ce niveau-là. Rapprochez-vous, que ce soit auprès de notre organisme ou d'un autre organisme de formation. N'hésitez pas aussi, maintenant que vous avez connaissance de ces aides au financement, à leur demander, en leur disant j'ai entendu parler de tel organisme, est-ce que vous pourriez me produire les documents pour faire la demande, etc. Et si jamais eux n'ont pas trop les informations, parfois ils sont juste pas trop au courant, comme je vous l'ai dit, vous avez sur notre site, Albéric a partagé le lien, une fiche d'information qui reprend dans les grandes lignes en fait les aides au financement. Ok. Je pense qu'on peut poursuivre du coup la suite. Donc au niveau voilà, du reste, ce que je vous proposais, moi, c'était de faire un petit focus, alors un peu plus donc, sur le secteur de la data, dont je suis plus expert, mais c'est vrai que ce que je vais présenter s'applique aussi quand même beaucoup au secteur de la tech. L'idée, c'est comment est-ce qu'on tire son épingle du jeu aujourd'hui dans la formation professionnelle et où est-ce comment est-ce qu'on a les meilleures chances en fait de se valoriser après aux yeux des clients. J'ai déjà commencé à en parler au démarrage, mais en fait c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà, c'est vraiment faire des projets et surtout des vrais projets. Éviter les projets un peu bateaux que vous pouvez trouver par-ci par-là, mais essayer d'avoir des vrais projets d'entreprise ou du moins de vous rapprocher d'organismes qui vous proposent des vrais projets d'entreprise avec des données, des vraies contraintes métiers qui vous mettent en fait dans les conditions opérationnelles lorsque vous êtes en entreprise. Nous, notamment chez Blend, c'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre en place. Tous nos projets, ils sont issus de cas qu'on a eu avec nos clients, de données réelles en fait des différentes entreprises avec lesquelles on a travaillé. Et surtout, on indique des contraintes métiers, des contraintes qui sont liées, des contraintes opérationnelles qui sont liées aux outils qui sont utilisés dans ces entreprises-là, qui sont liés aux besoins spécifiques de leur marché ou de leur contexte. Et je pense que c'est très important de se mettre dans ces conditions-là, parce qu'en fait, plus votre projet il est précis et il est ancré dans une réalité, et mieux vous allez pouvoir le valoriser, et surtout mieux vos clients vont se représenter en fait ce que vous avez fait. Si vous dites juste, je prends par exemple de l'exemple en data engineering, j'ai mis en place un pipeline ETL, patati patata, et que c'est très hors sol, c'est très bien, techniquement on sait que vous savez le faire, mais quels étaient les objectifs? Quels ont été vos résultats? Je pense que c'est assez important d'avoir des projets où réellement c'est ancré dans une réalité opérationnelle et la réalité des entreprises, où ils se disent, OK, il a apporté de la valeur à un client, ou du moins il a réussi à apporter une vraie valeur par rapport à un objectif donné, et d'essayer de rester dans cet état d'esprit-là, de pratiquer à fond. Il faut en fait qu'à l'issue d'une formation, vous puissiez valoriser une expérience gagnée et pas juste dire j'ai un joli diplôme. Il faut vraiment, il y a des compétences qui ont été obtenues à l'issue de la formation, et surtout vous avez gagné en expérience, vous avez réalisé 1, 2, 3 projets peut-être. C'est vraiment, en tout cas, ce que nous on propose chez Blend, c'est de dire vous réalisez des projets et derrière vous pouvez les mettre en avant donc, sur votre CV, vous pouvez les mettre en avant sur GitHub. On est au sein de nos formations, sur chacune de nos formations. On introduit à l'utilisation de GitHub pour créer son portfolio de projets et pouvoir mettre en avant les résultats des projets sur GitHub, histoire que voilà, vous puissiez le mettre en avant auprès de vos futurs clients. Je pense que c'est très important. Et le deuxième point à retenir, c'est surtout de choisir en fait aujourd'hui de ne pas s'éparpiller, de juste maîtriser en surface plein de sujets, mais plutôt de se diriger vers de la spécialisation.
parce qu'en fait, c'est la clé aujourd'hui. Si vous voulez être valorisé, si vous voulez pouvoir augmenter correctement votre TJM et monter en fait sur des missions assez spécifiques, il faut que vous soyez capable de montrer que vous avez des capacités spécifiques qui vont répondre exactement aux besoins de vos clients sur une problématique donnée. Et c'est ce qui va vous faire sortir du lot, en fait. Et si on réfléchit bien, les profils seniors, ce qui les valorise réellement, au-delà de l'expérience gagnée, parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent dans ce milieu-là, c'est qu'ils ont généralement des hyper spécialisations. Ils sont excellents dans un ou deux domaines et en fait, c'est là qu'ils vont intéresser les différents clients parce qu'ils sont ultra opérationnels sur ces sujets. Donc, si vous choisissez de vous former, mon conseil, c'est vraiment aussi de choisir de monter en compétences et de vraiment se spécialiser sur un sujet plutôt que de vous dire j'ai un petit peu touché à ça, aujourd'hui je vais aller un petit peu toucher à ça et comme ça j'ai un peu un profil touche à tout. C'est intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc, mais je pense que voilà, il faut surtout essayer d'être très bon dans ce que vous faites, en fait, tout simplement. Et donc voilà, bon, pour avoir une rapide présentation de Blend sur donc l'aspect data, donc nous, comme je le disais en début de webinaire, on fait de la montée en compétences. Donc, on ne fait pas d'acculturation ou de reconversion, on est vraiment sur de la montée en compétences pour les profils tech et data sur donc des sujets de data science, de data engineering, de MLOps. On a du cloud computing aussi. Ça va être un peu les 4 grands axes sur lesquels on va former. Et on va faire des parcours, que ce soit métier, c'est-à-dire des parcours où on revoit complètement le métier de data engineer, on fait une montée en compétences complète sur ça. Ou alors, on va avoir également des parcours de spécialisation pour aller travailler sur une compétence spécifique, un outil particulier. Si je reprends le data engineering, je parle du data engineering parce que c'est vraiment aujourd'hui l'une des compétences les plus demandées sur le marché de la data. Et surtout, c'est un des métiers les plus en tension avec le côté MLOps. Sur le data engineering, on va vous faire de la spécialisation sur du Kafka, sur du MongoDB, voilà, sur les différents outils qui peuvent être utiles. Voilà pour la présentation rapide de Blend, ce n'était pas forcément le cœur du sujet, mais ça permet quand même d'introduire un petit peu ce qu'on propose et surtout de donner des exemples un peu plus concrets sur le mode de fonctionnement des organismes de formation et sur Enfin, ça me permet d'appuyer mon propos quand je vous dis que ce qui compte à nos yeux, ce qui va être valorisé pour vos clients, c'est vraiment cette expérience et le fait de pratiquer sur des projets et des spécialisations données, plutôt que juste avoir un bagage théorique. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions en Il y a même temps. quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Il y a une question qui me concerne, j'y répondrai à la fin. Qu'en pensez-vous? Alors, Yemi demande, que pensez-vous de la spécialisation métier d'un chef de projet data, finance, marketing ou RH, par exemple? Alors, la spécialisation métier, quand vous êtes chef de projet data, enfin, quand vous dites métier, donc j'ai bien compris, hein, sur finance, marketing ou RH, ça peut être pertinent, mais j'aurais tendance à dire que c'est surtout sur des compétences clés. Quand vous êtes chef de projet data, c'est qu'est-ce que vous maîtrisez en termes de mise en place de projet. C'est plus là qu'on va vous attendre plutôt que de se dire vous maîtrisez les spécificités de l'ARH, de la finance, du marketing. Ça, c'est plus l'environnement dans lequel vous allez évoluer où ces précisions vont arriver. Je pense que c'est là où vous allez être le plus adaptable, justement, c'est de vous adapter à des contraintes métiers différentes. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, en fait, de gagner en expérience et de travailler sur des projets variés, parce que ça vous permet justement d'avoir ces adaptations au niveau du métier. Et là où c'est réellement important de vous spécialiser, je pense que c'est plus sur des technologies particulières, des maîtrises de sujets particuliers propres à la data, plutôt que propres à un métier opérationnel donné. Je pense que voilà, ce serait plus mon avis sur ce sujet-là. Ok. Et une question de Safaï, est-ce que vous faites des formations de Data Product Manager? On a une formation qui est tournée plutôt vers les managers, justement, pour avoir une compréhension du fonctionnement d'un cycle de vie d'un projet data, des acteurs d'un projet data et avoir un aperçu. Mais très honnêtement, c'est assez à la marge. Nous, on est essentiellement orienté vers de la montée en compétence des profils techniques data sur les différents sujets qui sont affichés ici. Donc, data science, machine learning, du MLOps, du data engineering ou du cloud computing. Ça va être vraiment ça notre cœur d'activité. On va plus être orienté vers des data scientists qui veulent monter en compétences en MLOps
ou qui veulent se diriger vers du data engineering parce que c'est un besoin aujourd'hui, des développeurs qui veulent devenir DevOps, qui veulent se lancer en cloud computing. Voilà, on va être plus sur ces aspects-là. Ok. Pour répondre du coup à la question d'ADN, donc on revient plus sur le hibou, j'y réponds rapidement. La différence entre le hibou et d'autres plateformes comme Malte. Donc, la première grosse différence, c'est que nous, on est vraiment spécialisé que sur les métiers de l'IT et de la tech. Grosse différence aussi, nous, on travaille essentiellement sur des missions longues. Donc, et on travaille du coup essentiellement avec des grandes structures, des grands groupes. En moyenne, nous, nos freelances sont en régie, donc placés en moyenne 12 mois chez le client. Et d'un point de vue business model aussi, voilà, il y a une gratuité en fait pour le freelance d'accéder à nos services, et on ne prend pas de commission sur le freelance, mais uniquement l'entreprise voilà, qui va payer un markup sur la prestation. Donc chez nous, pour les freelances, voilà, tout est gratuit, et quand on fait partie du coup de la communauté des freelances Le Hibou, on a accès du coup à un réseau de partenaires aussi. Et j'en viens un peu à la conclusion de ce webinaire pour dire que ce webinaire marque en tout cas le début de notre collaboration avec Blend, le début du partenariat. Et pour ça, on a une offre spécifique pour les freelances qui sont inscrits sur Le Hibou. Donc, vous aurez droit à un discount de 10% sur le montant des formations qui seront proposées par Blend. Et peut-être, Charles, tu peux préciser que pendant le premier mois, en tout cas, du partenariat, il y a un petit plus qui est proposé au freelance Le Hibou. C'est ça. Dans le cadre de nos formations, on a des types d'accompagnement qui vont être assez différents. Et en fait, ce qu'on propose, c'est un accompagnement avec du mentorat en plus, selon les types de parcours choisis. Et donc, ce qu'on propose pour tous les membres de l'EIBU, c'est aussi sur ce premier mois, une séance de coaching donc individualisée, gratuite, avec un de nos mentors pour le démarrage de toute formation. Ça vous permet d'avoir un vrai point sur vos besoins de montée en compétences, sur des sujets particuliers que vous voulez aborder, de la correction de vos projets, etc. Ça vous permet d'avoir ce suivi individualisé là en plus. Voilà, c'est le petit bonus. Super. Pour ça. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une petite demande sur, de la même manière, en fait, qu'ils voulaient savoir comment est-ce que le Hibou se démarque de Malte, comment est-ce que nous, on se démarquerait de la concurrence. Il y a 2 points. Le premier, c'est de dire que nous, on est vraiment spécialisé dans la montée en compétences des profils tech et data. On ne va pas chercher donc, des profils qui sont en reconversion. On fait vraiment, nous, notre objectif, c'est de vous permettre de passer un cap dans votre carrière, de vraiment encore monter en compétences réellement, hein, et de pouvoir vous développer et vraiment travailler à l'état de l'art de ce qui se fait dans le milieu de la data. Et surtout, on est extrêmement orienté projet. On a notre propre plateforme native. Donc, on possède notre plateforme sur laquelle vous avez accès à un environnement de code complètement dédié. Donc, vous avez votre machine virtuelle qui est mise excusez-moi, qui est mise à disposition dans le cloud. Donc, vous avez simplement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Vous pouvez suivre toute la formation. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite d'avoir à installer pas mal d'outils sur son ordinateur en local. Et également, on a une base de données de projets assez conséquente, ce qui vous permet en fait de pratiquer un maximum pendant la formation. Et surtout, on vous donne accès à notre plateforme pendant 12 mois. Donc, si vous faites la montée en compétences sur 2-3 mois au démarrage, ce qui est à peu près le temps nécessaire à la formation, derrière, vous avez tout le temps nécessaire pour revenir sur le cours, pour revenir sur les projets, faire un maximum de projets, parce qu'eux, ils restent tous accessibles pendant les 12 mois de formation. Donc, ça vous permet de réellement en fait, profiter d'une expérience complète à ce niveau-là. Et donc, de réellement répondre à vos besoins opérationnels à un instant T, en fait, pendant tout votre accès à la plateforme. Voilà un petit peu pour les éléments principaux. Est-ce qu'il y a une question de Lulu? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir d'autres parcours de formation?
Alors, on est en réflexion. Donc, pour l'instant, on a cloud computing. On est en train de s'orienter aussi vers du DevOps, du cloud DevOps. Ça va être les nouveaux sujets qui arrivent. On a lancé une première information. D'ailleurs, on a un nouveau site qui est live depuis hier, donc avec la réorganisation de l'offre. Et je vois la précision pour DevSecOps. Ben écoutez, n'hésitez pas, en tout cas Lulu, à venir poser les questions. On verra ce qui peut s'adapter à vos besoins si jamais. Et surtout, n'hésitez pas à regarder. On a une nouvelle offre avec, donc, comme je disais, les spécialisations qui sont proposées maintenant sur l'ensemble de nos quatre grandes métriques, donc qui sont Data Scientist, Data Engineer, MLOps et Cloud DevOps. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, voir ce qui peut faire votre bonheur là-dessus. Et surtout, donc, il y a sur le site la possibilité de prendre rendez-vous avec nos équipes. Je vous ai partagé un peu plus haut le lien de mon agenda. Il sera de toute façon, il me semble, disponible sur la plateforme Le Hibou Oui. pour tous les membres Donc, en du groupe effet, directement. sur la plateforme, Blend n'est pas encore visible dans les partenaires, mais ça sera le cas très prochainement. Voilà, on vient de récupérer les infos, donc on mettra ça à jour. Et en tout cas, on mettra toutes les infos aussi sur le mail qu'on fera partir, où il y aura l'accès au replay de ce webinaire. Et comme ça, vous aurez voilà, toutes les infos nécessaires si vous êtes intéressé par les formations proposées par Blend ou tout simplement pour revoir ce webinaire et les modes de financement. Tout à fait. Je vois une dernière question. Oui, dernière question de Philippe sur les durées de formation en général. Alors, nous, nos formations, on affiche à peu près 200 heures, sauf qu'on a un format flexible. Donc, comme la plupart du parcours est en e-learning pour vous permettre de travailler à votre rythme et surtout dès que vous le souhaitez. Nous, ce qu'on conseille, c'est de réaliser le parcours de formation en à peu près 3 mois, parce que c'est ce qui est nécessaire pour monter en compétences et être opérationnel réellement. Et c'est à peu près de toute façon le temps nécessaire. Quand on consacre, on va dire, une dizaine d'heures par semaine à la formation, c'est à peu près ce qu'il faut. Sachant que dans tous les cas, vous avez accès à notre plateforme pendant 12 mois. Donc, même si vous mettez un peu plus de temps, si vous avez une grosse mission qui tombe au milieu de la formation et que vous n'êtes pas disponible pendant 2 mois, là, vous avez la possibilité de revenir dessus après. Donc voilà, c'est 3 mois à peu près la formation et 12 mois d'accès à la plateforme et à tout notre contenu, pour le faire en résumé. Est-ce que vous trouvez la mission? Non, là, il faut revenir chez lui pour trouver la mission. C'est ça, je pense que là, c'est la mission de l'EIBU de vous fournir les missions après la formation. Malheureusement, on ne fait pas encore tout. Chacun son secteur d'activité. Je vous avoue qu'on est spécialisé sur la formation. Métier, comme nous, on ne fait pas encore de formation. Si ce n'est que parfois, il arrive qu'un freelance fait un partage d'expérience sur une techno, sur une expertise précise. Mais voilà, très bien. Mais je pense que le webinaire touche à sa fin. C'est un sujet qui, en tout cas, intéresse. Il y a eu beaucoup de questions. C'était très dynamique. Encore une fois, rendez-vous à la fois sur le site de Blend pour en savoir plus sur les formations proposées. Donc, vous bénéficiez d'un discount de 10%, plus un coaching individualisé là pendant 1 mois. Sur la plateforme Le Hibou, donc ce sera mis à jour également et on va vous envoyer un email avec le replay et toutes les informations nécessaires pour avoir accès donc à Blend. Merci beaucoup Charles pour avoir passé cette petite heure avec nous et nous avoir éclairé sur le sujet des financements des formations. Et nous, on va se retrouver, je pense, d'ici un petit mois sur un nouveau sujet lié… Ah non, on se retrouve la semaine prochaine, pardon, excusez-moi, on se retrouve la semaine prochaine avec l'expert comptable pour parler des frais qu'on peut déduire de sa société en tant qu'indépendant. Un autre sujet qui, a priori, intéresse beaucoup également. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, Guénaël. Merci, Albéric. Merci à tous. Et au plaisir de pouvoir échanger avec vous tous à l'avenir. Merci, à bientôt. À bientôt.